Bonjour à chacune et à chacun, et je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour poser cette question sur l'ère du numérique et la souveraineté éventuelle des acteurs de ce numérique. La souveraineté désigne la nature particulière d'un pouvoir qui se veut être au-dessus de tous les autres, et le droit, comme la science politique, nous montre que cette source première du pouvoir est aussi une source première des règles qui organisent la société. L'ère du numérique nous fait-elle alors entrer dans une nouvelle étape de notre histoire? Certes, elle nous introduit dans une autre aventure économique qui induit d'importantes transformations sociales. Mais pour autant, l'action des nouveaux acteurs va-t-elle bouleverser le bon ordonnancement des règles émanant des acteurs de la souveraineté politique? À cet égard, deux questions se posent. Peut-on considérer ces nouveaux acteurs comme des souverains potentiels, et comment leur souveraineté est-elle susceptible de coexister avec celle des détenteurs actuels de la souveraineté politique? Cela suppose, à mon sens, de savoir si la maîtrise des nouvelles économies numériques constitue un facteur qui prédispose à avoir un projet politique. Et préliminairement, constatons que l'abus de position dominante de ces nouveaux acteurs est une évidence. En premier lieu, le pouvoir de ces géants sur le marché est accentué par l'effet réseau, de sorte que ceux qu'on appelle les GAFAM deviennent capables d'attirer vers leur écosystème un nombre encore plus grand d'utilisateurs et donc de capter la quasi-totalité du marché. Leur puissance financière est un atout parlant. Les 5 GAFAM ont une capitalisation supérieure au PIB du Japon, troisième puissance économique mondiale. En second lieu, ce processus qui a conduit à la privatisation d'un bien commun, parce que l'IA est à l'origine un bien commun, même s'il a été établi à des fins militaires, est concomitant avec des stratégies visant à assurer des positions monopolistiques. Et cela conduit à une influence politique dont peut se demander si elle n'est pas démesurée. En effet, le pouvoir des GAFAM pourrait bien avoir cette dimension en raison de leur capacité à rénover le capitalisme et à créer une culture du réseau susceptible de saper l'ordre politique. Le changement d'échelle des problèmes économiques et sociaux conduit à la remise en cause des règles du jeu et rend alors nécessaire de combiner à neuf concurrence et démocratie. C'est pourquoi des politologues, Fukuyama par exemple, ont lancé un cri d'alarme sur les risques que pouvait faire courir l'IA. Et des experts économiques sont encore plus nets lorsqu'ils affirment le vrai danger n'est pas tant que les GAFAM trustent le marché de l'information, mais qu'ils ébranlent le bon fonctionnement de nos démocraties. Ainsi, la mise en relation des internautes et le poids des informations diffusées en font des acteurs essentiels de la communication et des influenceurs des enjeux sociaux politiques. S'ils ont la capacité de déstabiliser l'ordre politique, ont-ils cependant une ambition politique autre que celle de leur développement exponentiel? En effet, on peut relever que leurs dirigeants partagent l'idée d'une économie globalisée et dérégulée, les délivrant des contraintes que fait peser le droit étatique. Ce libertarisme qui met en avant un évangélisme digital ne suscite cependant pas l'élaboration d'une idéologie plus élaborée sur le plan politique, celle-ci gravitant dans un flou entre les notions de transhumanisme et de post-humanisme. D'une manière générale,
Leur démarche s'inscrit dans un discours de religiosité, ce que j'appelais l'évangélisme digital, en rupture avec la déchristianisation de la société industrielle et rationaliste. Ce discours fonctionne comme une propagande qui vise à donner une image positive des technologies d'intelligence artificielle, source de liberté, de connaissance, de performance et de bien-être. Il réinscrit notre futur dans un rêve intemporel et universel. En outre, certains dirigeants des GAFAM voient aussi dans ce discours la possibilité d'un passage vers une société post-humaniste. Le point de départ, c'est la siliconisation du monde. Elle définit en effet une nouvelle forme de colonisation, non plus celle de territoires lointains conquis pour leurs matières premières et la force de travail de leur population, mais celle d'un espace universel en réseau dont les promoteurs exploitent les données des personnes qui utilisent ces nouvelles formes de communication. Et l'aboutissement pourrait bien être le trans-post-humanisme, car certains dirigeants des GAFAM voient en effet, au-delà de l'économie du désir, un nouveau mode de vie qui transformera notre condition en un transhumanisme grâce à la maîtrise de la biologie et de la technique. Mouvement composite et en évolution, le transhumanisme, qui peut aller jusqu'au post-humanisme, à savoir, au lieu de on ne serait plus simplement dans une période de perfectibilité de l'humain, on serait dans un post-humain où l'intelligence artificielle, éventuellement en hybride avec l'intelligence humaine, donnerait lieu à un nouveau monde, puisque même celui-ci pourrait se déplacer vers d'autres planètes. Et pour conforter et accélérer la construction de cette société, le but de ces promoteurs est alors de vouloir se doter des attributs de la souveraineté, c'est-à-dire les moyens de parvenir à cet objectif. Et à cet égard, l'analyse de la place prise par les GAFAM oblige à reconnaître qu'ils possèdent certains éléments liés à l'exercice d'un pouvoir de souveraineté. Mais ceci caractérise-t-il une souveraineté absolue, au sens où nous allons rappeler ce qu'est la notion de souveraineté, ou manifeste-t-il une concurrence de souveraineté entre anciens et nouveaux acteurs? Un mot d'abord sur la notion de souveraineté. Selon le juriste allemand Paul Lablanc, nous appelons souveraine la puissance juridique suprême qui n'a aucune autre puissance au-dessus d'elle. Elle suppose que l'État réunisse trois composantes: un peuple, un territoire et une puissance suprême. À l'inverse, comme le soutient Carl Schmitt, en réaction à l'ordre politico-juridique libéral, le souverain est celui qui décide dans un cas d'exception ce qui le situe hors de la loi, et parfois même la nécessité de se situer hors de la loi. Historiquement, le concept de souveraineté numérique apparaît au milieu des années 2000. En France, c'est en 2009 que le ministre de l'Intérieur annonçait vouloir garantir la souveraineté numérique et étendre à l'espace numérique le champ de l'état de droit. Au plan international, l'expression de souveraineté numérique est apparue pour la première fois en 2012, la Russie et la Chine ayant revendiqué lors de la conférence mondiale des télécommunications internationales leur droit souverain sur la gestion du réseau. Et en 2013, l'affaire Snowden a conduit à aborder la question de la gouvernance du système numérique au cours d'une série de conférences internationales. Quels sont alors les attributs d'une telle puissance que les grands acteurs de l'économie numérique pourraient exercer? Conformément à la Convention de Montevideo du 26 décembre 1933,
l'État souverain doit réunir les conditions suivantes. Premièrement, une population permanente. Deuxièmement, un territoire déterminé. Troisièmement, un gouvernement. Quatrièmement, la capacité d'entrer en relation avec les autres États. Reprenons chacun de ces points. Le territoire. A priori, le domaine des GAFAM n'est pas celui d'un territoire au sens géographique, car il constitue un cyberespace qui, s'il suppose une technologie matérielle, peut être qualifié de déterritorialisé. Par ailleurs, l'objectif économique des GAFAM les conduit à rechercher, je l'ai dit, le moins de contraintes normatives possibles, ce qui favorise un espace virtuel, privé, aux règles limitées et non étatiques. De fait, ce réseau, en s'agrégeant des utilisateurs qu'il rend dépendants du système ainsi créé, crée, à l'instar des routes romaines, un territoire qui marque son empreinte dans des économies inscrites dans des aires géographiques et culturelles ainsi reconfigurées. Toutefois, même si certains ont souhaité proclamer l'indépendance du cyberespace, les entreprises concernées visent plutôt à obtenir des droits d'exploitation dans le cadre d'une convergence d'intérêts avec les États. Il existe certes des projets de territoire artificiel, mais la nature des enjeux que l'orientation actuelle nous livre n'est pas celle d'un désintérêt des États à revendiquer des droits sur ces territoires. Deuxième point, la population permanente. La population, le peuple, est non seulement un élément constitutif de l'État souverain, mais il est, dans les États démocratiques, le détenteur unique de la souveraineté. À l'inverse, le territoire du cyberespace est, si l'on peut dire, peuplé de réseaux dont les membres n'ont d'histoire commune que l'intérêt qu'ils partagent à un moment donné en fonction de l'activité du réseau. S'il peut y avoir une forme d'identité culturelle et de langue, il n'y a ni nationalité, ni filiation, ni identité autre que celle de la signature IP de l'ordinateur. Troisième point, l'autorité politique centrale. Les GAFAM peuvent-ils être qualifiés d'autorité politique capable d'exercer des pouvoirs de souveraineté? Si nombre des géants mondiaux du numérique sont sortis de leur cœur initial de métier, il n'est pas sûr cependant qu'on puisse les qualifier de nouveaux maîtres du monde. Et plusieurs raisons vont en ce sens. La première est celle de la multiplicité des acteurs. Les États et les organisations intergouvernementales cherchent, malgré un cyberespace qui ignore les frontières, à réguler celui-ci, tandis que, d'un autre côté, les GAFAM ont besoin de consolider leur position en dehors de la sphère technique, économique et financière pour concurrencer les souverainetés politiques. La seconde raison tient au manque de motivation des GAFAM à investir pleinement le champ politique. Si bien qu'au mieux, on peut considérer que nous vivons une phase de transition. D'un côté, les gouvernements étendent leur dispositif de contrôle territorial au cyberespace, ou le proclament, et d'un autre côté, les GAFAM assoient leur pouvoir dans la géopolitique d'un espace qui n'est plus seulement numérique. Le pouvoir topologique est ainsi partagé, ce que confirme l'analyse de la manière dont les GAFAM bénéficient des attributs de la souveraineté. Et c'est le point auquel je veux en venir maintenant. En premier lieu, je suis juge, on l'a rappelé, le droit et la justice. Si depuis des siècles, les marchands ont acquis une autonomie normative, l'intervention normative des GAFAM est d'une autre nature aujourd'hui. Car il ne s'agit plus de régler les relations entre seuls marchands, mais de maintenir l'emprise des géants du numérique sur les usagers
et le contenu de la toile, autant que d'empêcher la puissance publique de contrôler les réseaux. Régler des litiges ou les prévenir est déjà une manifestation importante de la puissance des GAFAM. Les utilisateurs des réseaux se voyant imposer une règle du jeu qui est appliquée par celui qui l'a instituée. Le cas de l'exclusion des réseaux du président en exercice des États-Unis montre avec éclat quel est l'enjeu pour le droit et la liberté. Deuxième point, la monnaie et l'impôt. Les GAFAM semblent s'intéresser à la création de monnaie, même si dans les derniers temps, devant les réactions des États et des banques centrales, ils ont revu leur projet, évoquant un système de paiement international et non plus une monnaie mondiale. Quant à l'impôt, la stratégie menée n'est pas encore de lever l'impôt, mais d'y échapper en se jouant des droits nationaux grâce à la pratique de l'optimisation fiscale. Enfin, qu'en est-il de la reconnaissance au plan international? Profitant de la fragmentation du droit international qui leur permet de ne pas suivre les règles du droit international général, les GAFAM peuvent franchir une nouvelle étape. Mais pour se maintenir à la tête du système international par hégémonie, ils devront être en mesure de transférer leur puissance relative dans leur domaine particulier d'action en pouvoir effectif et capacité d'influer tout autre domaine. D'un point de vue concret, les GAFAM favoriseraient une vision américaine, celle des Yankees bien sûr, ça ne concerne pas le Canada, essentiellement économique quand leurs équivalents chinois conforteraient la politique de contrôle social de l'État. Cette analyse pose alors la question: les acteurs économiques du numérique sont-ils les seuls à pouvoir revendiquer un pouvoir hégémonique ou ne doivent-ils pas composer avec certains États capables de réguler le marché à leur profit et le contrôle social de la société? Que dire donc de cette coexistence des souverainetés? L'apparente convergence des souverainetés ne vaut, à mon sens, que dans un contexte bien particulier, celui du bloc historique dont je viens de faire référence, à savoir les États-Unis comme étant la zone d'influence principale pour ce qui est de l'élaboration normative en cette matière. Mais si cet État, sphère publique et privée confondue, possède une forte capacité de contrôle sur les trois niveaux du système communicationnel que constitue le façonnement des normes techniques, juridiques et sociales, ainsi que du marché, il ne les commande pas. En revanche, il met en relation dimension économique, politique et expertise technique. Que conclure de ce constat sur la relation que les GAFAM entretiennent avec la notion de souveraineté étatique? Certes, certains d'entre eux se risquent à investir ce domaine dans sa définition classique, la monnaie, la justice, quand leurs intérêts économiques ou d'image sont en jeu. Mais c'est avec une grande prudence, car leur savoir-faire en ce domaine est encore limité. En outre, les États et les institutions internationales ne semblent pas vouloir abandonner ces domaines régaliens. Les GAFAM semblent de fait préférer influencer les détenteurs de la souveraineté classique pour favoriser une économie globalisée et, si besoin, les faire reculer pour se concentrer sur l'emprise qu'ils ont sur des communautés d'utilisateurs. Il nous revient alors de nous interroger sur l'existence de contre-pouvoirs à cette orientation. Je parlais du bloc historique en visant les États-Unis, j'ai évoqué la Chine, parlons donc du contre-bloc historique chinois. Si l'utopie des GAFAM est celle d'une société hors sol, au travail virtuel et au support dématérialisé, avec des citoyens
affranchis de toute attache, les BATX, les GAFAM chinois, sont un bon exemple de la dystopie que peuvent créer les technologies d'intelligence artificielle. En effet, le gouvernement chinois, en attribuant en dehors du système de l'ICANN des noms de domaine basés sur des caractères chinois, fait cohabiter deux systèmes, contrôlant entièrement l'un et obligeant les GAFAM, quand ils le jugent utile, à adapter leurs services à ce que l'État chinois en attend. Il y a quand même une autre action de résistance que je me dois d'évoquer, puisque j'ai été président du comité intergouvernemental de bioéthique de l'UNESCO, c'est le travail de l'UNESCO. Puisque dès 2005, et ce malgré l'opposition des États-Unis, l'organisation a adopté une convention sur la protection de la promotion des expressions de la diversité culturelle et ainsi marqué sa volonté de faire des biens culturels une exception aux règles du commerce international. Et puisqu'on parlait d'éthique appliquée, en 2017, des directives opérationnelles sur la mise en œuvre de cette convention numérique dans l'environnement numérique ont été adoptées par l'UNESCO afin de permettre d'interpréter le texte en lien avec l'intelligence artificielle. Plus récemment, la recommandation adoptée en novembre 2021 relative à l'éthique de l'intelligence artificielle, toujours par l'UNESCO, va également dans cette voie et est le signe d'une prise de conscience des dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Toutefois, bien qu'embrassant la diversité des secteurs de l'intelligence artificielle, elle n'est pas contraignante, mais suppose que les États aient la volonté d'agir en ce sens. Alors, sans répondre à cette question, la déclaration a été adoptée par 193 États sur 193 États, les États-Unis et Israël n'étant plus membres de l'UNESCO. Que conclure ? Je vais conclure comme il se doit, puisque je commençais par une question, je vais conclure par une question. Va-t-on vers un dépassement de souveraineté ou un retour à un classicisme de la souveraineté ? Les masques tombent, me semble-t-il. Si les États s'accordent aujourd'hui à revendiquer la souveraineté du numérique, les stratégies proposées divergent. Les uns estiment qu'elle ne doit s'exercer que dans le cadre de la souveraineté étatique, quand d'autres en appellent à des normes internationales ou régionales, comme c'est le cas en Europe. À côté, les nouveaux acteurs que sont les GAFAM ont des raisons de vouloir sauvegarder l'indépendance du système qu'ils gèrent. Mais nonobstant cela, les États souverainistes arrivent à bâtir des relations avec les GAFAM et peuvent déplacer à leur profit le centre de gravité des relations internationales dans le domaine du numérique. Alors, le cas le plus topique, je vous l'ai dit, c'est la Chine qui utilise les GAFAM à la fois dans un but effectivement de développement industriel et économique, mais aussi dans un développement de continuité de sa volonté de contrôle social. Alors, est-il encore pertinent de parler d'une gouvernance globale de l'Internet, tant les enjeux et les sujets abordés sont différents ? En effet, la gouvernance mondiale est à la croisée des chemins, notamment parce que la régulation internationale des GAFAM est en passe de se muer en un enjeu classique de relations internationales. C'est une société hybride qui pourrait en résulter et permettre un renforcement des souverainetés, conduisant d'un côté à un État accentuant son contrôle social, qu'il soit, rigide à la chinoise ou un petit peu plus souple dans d'autres États, vous voyez, avec la pandémie de la Covid-19, et d'un autre côté, accentuer également le rôle des GAFAM dans l'émergence ou l'application d'une idéologie libertarienne et la fiction qu'elle implique, idéologie qui souhaite une société éclatée en réseau et livrée à une exploitation commerciale et idéologique de ses membres. Voilà la présentation que je voulais
faire. Cela vous laissera encore beaucoup de questions, mais c'est un sujet qui est encore assez peu étudié, notamment par les juristes et les spécialistes de la science politique. La parole est donc à vous, à la fois pour des questions, mais pour que vous imaginiez aussi des sujets de recherche. Je vous remercie. J'ai l'impression que les GAFAM se sont épanouis à cause de l'incapacité du cerveau humain, arrivé à un point de non-retour au point de vue évolutif, de contrôler la complexité du monde. Je ne suis pas optimiste, je fais un constat. Mon constat me conduit à dire, j'ai peut-être tort, qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les GAFAM souhaitent devenir mutandis mutandis ce que sont les États souverains. Ils jouent avec l'idée de la souveraineté pour avoir de l'influence et ils l'utilisent dans leur domaine propre pour créer leur cyberespace et avoir vis-à-vis de leur, si j'ose dire, de leur peuple, un lien de dépendance très fort, et ça peut conduire, et ça a déjà conduit, à des puissances. Enfin, c'est quand même, je veux dire, les États-Unis sont censés être le pays le plus puissant au monde, son président aussi, alors peu importe sa personnalité. Mais vous voyez que le président des États-Unis se fait, pardonnez-moi le terme, éjecter des réseaux. Ça pose quand même effectivement un questionnement. Mais je crois plutôt à une convergence d'intérêts parfois entre la souveraineté classique et la recherche de souveraineté des GAFAM, chacun cherchant à bien délimiter son espace. Voulait faire des affaires, bon, il y a des limites, mais nous, on continue à vouloir exister. Et bien entendu, les États ont aussi une diversité, et comme les GAFAM ont une grande diversité. Au deuxième point, on est dans un monde complexe et effectivement, chacune des grandes disciplines qui pouvaient éclairer le monde, en tant que juriste, j'essaie de m'efforcer que dans la complexité, d'expliquer que dans la complexité, le rôle du droit, ça n'est pas de la faire disparaître, c'est au moins d'expliquer plus clairement certaines choses. Vous me dites, on ne va pas y arriver, on ne peut pas y arriver. Alors, je ne peux pas vous y répondre sur le plan neurobiologique. Vous avez juste devant vous quelqu'un qui est le meilleur spécialiste que je connaisse en ce qui me concerne, qui va pouvoir sans doute vous répondre. Sur le plan humain, c'est évident qu'aujourd'hui, on a à réfléchir, pour ceux qui croient à la démocratie. Mais vous vous souvenez du mot de Churchill, la démocratie, c'est le pire de tous les systèmes, à l'exception de tous les autres. Mais il faut quand même constater qu'elle ne marche pas bien. Que ce soit en France, vous suivez peut-être l'actualité française, ou que ce soit aux États-Unis, ou que ce soit plus globalement dans les relations effectivement de pouvoir. Vous voyez ce qui se passe en Europe, mais pour lequel aussi il y a plus qu'un écho dans cette partie du monde. On a un jeu compliqué dont on ne sait pas où il va aller. Et ça crée effectivement des crises d'identité, tout un tas, le populisme, un rejet du politique, sans que pour autant, derrière les mots de démocratie participative, ou comme on l'a vu tout à l'heure, où on a dit avec bienveillance que ça faisait partie du débat. Moi, je n'ai pas entendu de débat en ce qui me concerne, mais enfin bon, chacun ne parlait pas de la même chose, si tant est qu'on a pu comprendre ce que les gens ont voulu exprimer. C'est bien difficile. Alors vous nous dites que c'est impossible, ou que c'est difficilement possible, oui, mais moi je suis un pessimiste actif. Vous me traitiez d'optimiste tout à l'heure. Je suis un pessimiste actif parce que pour ne pas faire monter l'angoisse et la société, il faut bien faire quelque chose. Et voilà. Alors je dis pas que tout. Quand j'étais très jeune juriste, je voulais faire, et j'en ai fait une, bien sûr, mais je ne dois pas être le seul, une constitution. Hein. Je la tiens à disposition si on veut en changer en France, puisqu'on parle beaucoup de 6e République. Mais bon, voilà un petit peu ce qui veut bien dire que nous avons un futur. Nous n'entrons pas dans le post-humanisme, mais nous rentrons dans une autre étape de notre société où il nous faut reconstruire, et assez radicalement, un certain nombre de choses. C'est dans l'histoire, mais une nouvelle phase de l'histoire. J'espère avoir été
un peu clair. Un peu clair. Résumer un peu ce que je pense de ce qui a été dit. Il y a 3 choses importantes. Donc, un peuple, un territoire et une certaine souveraineté qui est en fait un pouvoir, une puissance au-delà de laquelle il n'y a rien. Et c'est cette souveraineté-là qui va négocier avec d'autres États et donc d'autres souverainetés. Puis, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était l'idée que l'exemple avec les États-Unis, qui est devenu une première puissance parce que des gens sont partis de l'Europe et ont trouvé une nouvelle terre, et c'était un nouveau peuple. Et donc, ils ont développé une nouvelle souveraineté, loin justement de la Grande-Bretagne et tout ça. C'était un terrain libre qui leur a permis de développer cette souveraineté-là. Et ce que je pense qui ressort vraiment ici, c'est que avec cet évangélisme numérique et ce genre de cyberespace qui sont en train d'être créés, c'est des territoires, mais des territoires comme on n'a jamais vu dans l'histoire humaine, donc des territoires virtuels. Et donc, s'il y a territoire et que ces GAFAM ont des peuples qui sont avec eux, il est possible pour eux d'avoir une forme de souveraineté qui serait virtuelle. Mais justement, si les humains on a toujours été dans des territoires physiques et que là, on se rend dans un genre d'État avec une souveraineté numérique et un territoire virtuel. Donc, est-ce qu'on serait toujours des humains? C'est de là peut-être qu'on sort le transhumanisme et peut-être le post-humanisme dans ce cas-là. Donc, je vous remercie. Puis, je vous invite à la prochaine conférence qui va discuter du lien entre l'intelligence artificielle et la pauvreté.